J'ai tendance à dire qu'il y a... Enfin, il n'y a pas que moi qui dis ça, mais qu'il y a une différence entre envie d'enfant et désir d'enfant. Et parfois, on a envie d'avoir un enfant et on peut être deux à avoir envie d'un enfant sans qu'il y ait forcément le désir d'enfant. Et il se trouve que là, je suis toujours, mais avec Angelo. Et là, j'ai ressenti le désir d'enfant. J'avais pas forcément l'envie, mais cette rencontre, parce que je pense qu'elle est vraiment liée à ça, cette rencontre avec les parts de moi que j'ai pu rencontrer dans ce travail et conjointement avec cet homme, a fait que j'ai vraiment ressenti le désir d'avoir un enfant. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast Histoire de Daron, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Tout ce que tu vas dire, on pourra le cut après coup. Je préfère que tu cut après coup que sur le moment où tu sois en train de te dire « Ah mais non, est-ce que j'ai envie de le dire ou pas ?» Tu vois ce que je veux dire. Non, en plus, de toute façon, moi, je sais pas faire. Donc là, il vaut mieux que je sois pure nature parce que sinon, voilà. Oui. Donc très bien. Et puis là, je suis là en tant que Estelle, quoi. De toute façon, je suis pas psy, je suis pas quoi que ce soit, quoi. Bah, t'es psy. Oui, mais je veux dire, oui, bien sûr, mais je vais pas filtrer mes réponses, quoi. Ok. Et puis on va parler de transgénérationnel parce qu'en fait c'est ça aussi dont je voudrais bien parler. Donc là pour le coup d'avoir à la fois ta casquette de maman mais aussi ta casquette de maman éclairée, quoi, entre guillemets. Oui, puis mon propre parcours de toute façon. Oui. N'a pas ça te été. Va ouais, très bien. As-tu des questions? Non. Allons-y. On est donc avec Estelle. Qui n'a Bonjour. pas de questions. Allons-y, on y va. J'ai pas de questions, je sais pas si j'ai des réponses non plus, mais je suis là. Estelle, on s'est rencontrés par l'intermédiaire, je sais pas si on le dit d'ailleurs. Ouais, on peut le dire. Ouais, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'Angelo Follet, qui est déjà passé 2 fois dans mes podcasts. Dans Histoire de succès, dans Histoire de mec. Et en fait, vous avez eu un fiston il y a 1 an. Ouais. Le 30 septembre, ça fera 1 an. Et je t'ai vu poster déjà de plus en plus de trucs sur ta condition de maman sur tes réseaux sociaux. Et en fait, là, dernièrement, t'as lancé carrément un compte sur le transgénérationnel. Ou si j'ai bien compris, t'es psy, c'est ça, dans la vie? Oui. Dans la vie, je suis psychogénéalogiste aujourd'hui. Et je suis en formation pour être psychanalyste. Ok. Et donc, avec une vraie force, une vraie spécialité autour du transgénérationnel. Et en gros, le transgénérationnel, dis-moi si je me trompe, c'est les trucs qu'on se refile de génération en génération, de père en fils, de mère en fille. La patate chaude. Exactement. Alors oui, c'est une approche, en tout cas, la psychogénéalogie ou l'analyse transgénérationnelle, on parle un peu des deux, c'est pas exactement la même chose, mais finalement dans la pratique ça se ressemble. C'est une manière d'analyser les transmissions, l'héritage, donc toutes ces choses qu'on porte et qui peuvent conditionner ou influencer nos comportements, nos choix, nos émotions, nos expériences, y compris l'expérience de la maternité, mais en tout cas toutes les expériences qu'on peut vivre. Donc j'ai lancé un compte, pour mettre un peu la lumière là-dessus, puis partager les accompagnements que je propose. Donc c'est très intéressant. Tu parles notamment de la place de la mère. Enfin, il y a plein de sujets. Je mettrai le lien dans les notes si jamais les gens veulent aller découvrir. Et je crois que les gens vont vouloir aller découvrir après cet épisode. Et je crois que c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui est en face de moi spécialiste du transgénérationnel, alors que c'est un sujet qui est un peu en filigrane dans, je crois, tous mes podcasts en fait, puisque je demande aux gens de raconter leurs histoires. Donc souvent ça vient sur les parents. Mais là pour le coup, toi tu remontes beaucoup plus loin, quoi. Oui. Alors, en analyse transgénérationnelle, généralement, on va au moins jusqu'à la 3e génération
minimum en fait. Et après on peut aller plus loin, mais l'intérêt c'est vraiment de faire en fonction de ce pourquoi la personne vient, ce qu'elle est en train de traverser et là où ça bloque. Donc en fonction de ça, en fait, on va remonter le fil des transmissions qui ont pu faire des transmissions d'ailleurs et des défauts de transmission, ce qui parfois n'a pas été transmis de manière consciente, mais qui a pu être transmis en creux et qui fait qu'aujourd'hui la personne se trouve empêchée. Donc oui, on va remonter quand même généralement au-delà de l'histoire consciente que les personnes peuvent raconter, ce qu'on va appeler l'histoire intergénérationnelle, c'est-à-dire des gens qui se sont côtoyés de leur vivant. Mais alors j'ai une question toute bête et après on va parler de ton histoire de maman parce que c'est très intéressant. Mais j'ai une question toute bête, c'est que moi par exemple je crois que je serais incapable de remonter au-delà de mes grands-parents par exemple parce que j'ai pas de souvenirs et qu'on m'a pas raconté beaucoup de choses, etc., quoi. Comment tu fais alors de ce fait-là? Alors, il y a plein de manières. C'est vrai que parfois on a la croyance que pour pour faire un accompagnement en psychogénéalogie, il faut avoir beaucoup d'informations sur sa famille, avoir déjà un arbre généalogique hyper complet. Alors qu'en fait, pas forcément. On va travailler déjà de toute façon avec une mémoire subjective qui est la mémoire intériorisée de la personne. Et il va y avoir plusieurs portes d'entrée possibles. À la fois la mémoire factuelle, donc c'est tout ce qui va être autour de l'état civil. Donc tu as les informations que tu connais toi sur tes parents, tes grands-parents, mais quelque part, en faisant quelques recherches généalogiques pas très compliquées, tu peux aussi aller retrouver, via l'acte de naissance, par exemple, de tes grands-parents, des informations très factuelles sur tes arrière-grands-parents. Wow. Donc voilà, il y a les recherches généalogiques qui permettent d'aller nourrir la mémoire factuelle, mais pas que. On peut faire des fois des recherches, c'est très surprenant. Parfois, rien qu'en tapant sur Internet, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de presse et d'archives qui sont mises en ligne. Donc on peut retrouver quand même des choses par ce biais-là. Et puis au-delà de la mémoire factuelle, on va travailler aussi avec la mémoire plus biographique, donc tout ce que les personnes ont pu te raconter. Donc même si tu connais pas tes arrière-grands-parents, si tu as connu tes grands-parents, tu vas peut-être avoir des souvenirs de choses qu'ils ont pu te raconter à un moment donné, d'histoire ou un arrière-grand-père qui était connu, dont il y a eu un portrait à un moment donné dans la maison et dont on t'a parlé. Et puis après, tout ce qui va être la mémoire inconsciente, donc tout ce qu'on t'a pas forcément dit consciemment comme quelque chose étant lié à ton arrière-grand-père, mais que tu vas percevoir dans les comportements, dans les croyances qui sont transmises, dans les lieux aussi parfois, puisqu'on peut hériter de lieux ou d'objets qui ont appartenu à des personnes qu'on n'a pas connues et dont on nous a jamais parlé. Donc il y a toutes ces portes d'entrée-là qui font que on peut tout à fait travailler avec quelqu'un qui a l'impression, et c'est souvent le cas quand il arrive, qu'il a pas beaucoup d'infos. Oui, j'imagine. Et toi, en connaissant tout ça, tu t'es dit un jour, tiens, en fait, il est temps de faire un enfant. Alors je me suis pas vraiment dit ça comme ça. Disons que c'est plutôt non, ça a commencé la question d'avoir un enfant ou pas et de devenir mère ou pas, elle remonte à longtemps. Enfin, je me la suis posée assez rapidement et je pense que ça fait partie d'ailleurs c'est assez personnel ce que je alors ce que c'est je dis. L'objectif de ce podcast, voilà, c'est de parler de ton histoire, donc tu peux y aller. Et donc j'y vais. Mais quand je suis rentrée, donc j'ai commencé à faire une première psychanalyse, j'avais 20 ans. Et bon, j'avais un contexte où j'étais, je pense, à ce moment-là, on peut le dire, en dépression. J'avais des troubles du comportement alimentaire. Enfin, je traversais une période assez complexe. Je le dis comme ça aujourd'hui, mais bien sûr, à l'époque, je le vivais pas de cette manière-là, avec beaucoup moins de recul. T'as quel âge aujourd'hui, excuse-moi ? J'ai 32 ans. Ok. Et je me posais là, je me rappelle m'être dit, mais il y a un truc qui va pas au-delà des symptômes manifestes qui s'exprimaient en moi. Je me disais, mais j'ai envie d'avoir un enfant un jour, mais je pense que je ne le pourrai jamais tellement je vais le détester. Et il y avait cette ambivalence hyper forte qui m'obsédait quand même. C'est assez courant, non ? J'ai l'impression chez je pense que c'est assez cette peur-là, en tout cas, qui est assez courant à la fois d'envie et de rejet qui cohabitent. Mais moi, ça me perturbait à un point où voilà, ça s'est petit à petit déconstruit, ou en tout cas construit autrement. Mais je me rappelle qu'en tout cas à 20 ans, il y avait ça déjà dans toutes mes interrogations et mes questionnements existentiels. Et puis finalement après la vie a continué, voilà, j'ai été mieux, j'ai fait des rencontres, j'ai eu des relations, et puis la question était plus tellement d'actualité, ou en tout cas n'était plus quelque chose qui me travaillait. Voilà, okay. Je vivais bien avec ça. Et puis en fait, en poursuivant mon travail personnel, à un moment donné quand même, je sentais que j'avais des choses, une tristesse notamment. Enfin, il y avait des choses en tout cas qui se manifestaient en moi
auxquelles je n'arrivais pas à raccrocher d'événements vécus personnels ou de raisons particulières qui pouvaient expliquer ce que j'étais en train d'éprouver et vraiment ce que je n'arrivais pas à dépasser. Et c'est comme ça qu'un jour j'ai commencé un travail, moi, en transgénérationnel. Et finalement, ce travail-là, je m'y attendais pas, mais il m'a amené sur le chemin de la maternité, sur le chemin de la lignée maternelle, la lignée des utérus comme on l'appelle, à comprendre aussi ce dont j'avais hérité, ce qui avait pu se jouer entre mon arrière-grand-mère, ma mère. Donc il y a plein de choses que j'ai dénouées à ce moment-là et il se trouve que je suis devenue maman juste après. Est-ce que tu veux en parler de ce qui s'est dénoué ou c'est ouais, perso? Oui, non, je peux en parler. J'ai fait un mémoire à la fin de mon parcours personnel en transgénérationnel et de formation et que j'avais appelé Déchaîner les mères. Et il y avait un peu de ça, donc c'était vraiment une question à la fois de déchaîner et en même temps de relier. Moi, il y a plein de choses que j'ai comprises dans la relation que j'avais avec ma propre mère, qui était à la fois une difficulté à m'en séparer, même si j'étais partie de la maison depuis longtemps, même si j'avais été la rebelle, etc. Mais comme on dit généralement, plus il y a d'énergie de séparation, ou en tout cas manifeste, plus il y a une difficulté à se séparer réellement. Donc j'avais une relation pas assez ambivalente, en tout cas moi, telle que je la ressentais avec ma mère. Et j'ai compris avec ce travail-là, en lui posant des questions, que je n'avais, sous une forme que je n'avais jamais, sous laquelle je ne les avais jamais posées jusque-là. Donc ça a aussi bougé des choses dans ce sens-là. Elle m'a dit des choses qu'elle ne m'avait jamais dites, que j'ai comprises, donc de la relation avec sa propre mère. Et que quelque part, là, je me sens pas autorisée d'ailleurs à dire. Oui. Parce que elle-même m'a demandé de ne pas le dire. Okay. Donc c'est d'ailleurs, je peux en parler, c'est un sujet qui me touche encore dans le sens où on peut faire un travail en transgénérationnel que j'ai fait, qui m'a beaucoup aidé à comprendre, par exemple, des choses sur ma grand-mère. Donc ma grand-mère était née avec une jumelle qui est morte juste après sa naissance, et qui est morte avec ce qu'on m'avait raconté, ce que ma mère me disait, c'était qu'elle était morte parce que elle était trop gourmande et qu'elle avait été empoisonnée par le lait de sa mère. Wow. Alors que la deuxième, donc ma grand-mère, elle ne mangeait pas beaucoup, donc ne tétait pas beaucoup, et du coup a été préservée de cet entre guillemets empoisonnement. Donc ça fait partie typiquement des croyances qu'on peut transmettre et qui finalement dessous traduisent quelque chose de complètement différent, parce que le lait ne peut pas être empoisonné. Je veux dire, scientifiquement, ça n'existe pas, biologiquement. Tu racontais que tu avais des TCA, c'est ça? Et voilà, oui. Alors, des troubles du comportement alimentaire. Donc en effet, on peut faire des liens, tu vois, avec ça sur la croyance que en fait manger tue, quoi, quelque part. Donc c'était généralement les TCA, c'est multifactoriel, donc c'est jamais une raison comme ça, mais ça venait aussi éclairer certaines choses. Donc là, voilà, juste parce que je peux pas non plus dérouler tout mon processus, mais sur un exemple, en tout cas, il y avait cette histoire autour de ma grand-mère, puis la vie de ma grand-mère, de laquelle j'étais très proche, je pense, à laquelle j'ai été beaucoup identifiée. Je porte son deuxième prénom. En deuxième prénom, je porte son prénom. Il se trouve qu'elle portait le même prénom que sa propre mère. Donc finalement, en fait, moi, je porte le prénom je porte mon prénom, et puis après, je porte le prénom de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, et aussi de mon arrière-arrière-grand-mère de la même lignée des mères, parce que en troisième prénom, j'ai le prénom de ma grand-mère paternelle, mais il se trouve que c'était le même que mon arrière-arrière-grand-mère maternelle. Waouh. Donc en fait, dans mes prénoms, j'ai vraiment toute la lignée des utérus, sachant que ma maman s'appelle Anne-Marie et que le troisième prénom que je porte, c'est Marie, donc je porte aussi la moitié de son prénom, elle. Waouh. Voilà, donc faut faire attention, parce que parfois en psychogénéalogie on a tendance à faire et du décodage et du sensationnalisme, je sais pas si ça se dit comme ça, de surpsychologiser. Voilà. Ce que moi c'est pas du tout mon approche. Donc là, parfois, quand on donne comme ça un exemple, ça peut avoir l'air un peu waouh, mais en tout cas, moi, ça m'a aidé. Ça a été un défi. Il y a beaucoup de choses que j'ai comprises. Oui, c'est plutôt des pistes qu'une explication, quoi. C'est des portes d'entrée, en fait. C'est des portes d'entrée de l'inconscient familial et de l'inconscient collectif aussi, parfois, dans les prénoms. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, on peut faire un travail en transgénérationnel et pourtant rester parfois à l'orée de certaines choses, parce que les personnes qui sont encore vivantes, il y a des choses qui peuvent pas se dire tant qu'elles sont là, ou qu'elles ont pas envie de dire, et c'est comme ça, et on peut pas aller plus loin. Donc
moi, en tout cas, dans mon vécu de mère aujourd'hui, il y a des choses que je sens très fluides et très intégrées par rapport à ce que j'ai pu comprendre de ma lignée. Et il y a encore des choses qui font partie de mon équation personnelle, qui sont difficiles pour moi et dont je sais qu'il faut que j'accepte que c'est comme ça pour l'instant, parce que ma mère m'a dit, voilà, il y a des choses que je te dirai pas et que je respecte ça aussi. Il m'est arrivé un truc aussi, c'est que j'ai creusé un petit peu mon histoire et je suis allé voir mon père et mon père a sciemment menti. En tout cas, il a changé l'histoire. Coucou papa, si t'écoutes, je crois pas qu'il écoute, mais et en fait, je m'en suis rendu compte et je lui ai dit mais c'est l'inverse de tout ce que tu m'as raconté toute ma vie. Il a fait non, pas du tout. Enfin, il était vraiment il a nié total. J'ai fait OK, bon bah c'est comme ça que ça se passe maintenant, quoi. Je crois que j'étais en train de toucher un truc qui était sans doute trop dur pour lui. Il a préféré juste shut down. Et je trouve que c'est important aussi, tu vois, comme tu dis, d'accepter que, en fait, à un moment donné, cette vérité qui est potentiellement ta vérité que t'as entendue toute ta vie, c'est pas grave, ça fait partie du chemin et que. Et puis la question de la vérité, c'est quelque chose qui revient souvent dans un travail en psychogénéalogie, c'est que on travaille pas avec la vérité, on travaille avec le ressenti, la vérité subjective en tout cas de chaque personne. Et parfois il y a des gens qui disent voilà, mais moi je veux avoir la vérité sur ce secret. Donc il y a des choses qui vont, notamment un travail généalogique, des recherches, etc., qui peuvent permettre de mettre à jour certaines choses. Mais chaque personne a sa propre vérité Bien sur sûr. Ce qui a pu se passer. Et ce qui compte, c'est plutôt ce qui a été transmis du vécu, plutôt que le fait ou l'histoire réelle. Mine de rien, parfois, voilà, on a quand même besoin de ces recherches-là. Bien sûr. Parfois, il faut choisir entre vérité et sens, vérité et liberté. C'est pas toujours des choix évidents. Mais... Et puis le simple fait que tu t'accroches à tout prix à une vérité qui est une vérité que tu imagines universelle, ça en dit aussi pas mal sur toi. Le fait que... Ah bah oui. Alors que c'est pas grave, c'est juste comme tu dis des ressentis, des vécus différents, quoi. Ouais. C'est dur. Hein. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, j'en parlais là hier récemment avec une amie, mais je disais que je peux à certains égards, dans la relation que j'ai avec ma mère, me sentir prisonnière de ses secrets. C'est-à-dire que je sens que même à 32 ans, même en ayant fait une analyse, même en étant moi aussi aujourd'hui en formation, en étant psychogénéalogiste, je continue quelque part, il y a une part de moi qui continue à avoir envie de la délivrer de ses secrets. Et que se pose face à moi le choix de soit continuer à être prisonnière de ses secrets et attendre qu'elle me rende ma liberté en les confiant, soit en prenant ma liberté et en acceptant que c'est ses secrets et basta, quoi. C'est ta vie, c'est pas la sienne, quoi. C'est ça. Donc c'est... Voilà, mais ça c'est dans les relations qu'on peut avoir d'enfants à parents aussi, où parfois... sans le vouloir, un parent a confié inconsciemment la mission à un enfant de l'aider ou de le soutenir ou de lui révéler certaines parts de lui. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui n'ont pas encore d'enfants et qui écoutent Histoire de daron ou Histoire de daronne pour comprendre un peu comment fonctionne leur père ou leur mère. Et c'est vrai que c'est un truc moi que j'ai compris un peu tard et que j'aurais préféré apprendre avant. C'est en fait pourquoi t'attends de l'autre qui te délivre d'un truc, quoi, tu vois, alors qu'en fait tu peux décider toi-même de le prendre, quoi. Ouais. Tu vas te dire, alors je ne vais pas te laisser cette opportunité-là et je vais prendre pour moi la possibilité de me délivrer, quoi. T'as raison. C'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile. Et donc, tu me racontais que, effectivement, ce travail sur le transgénérationnel avec ta lignée de femmes, etc., dans ta famille, t'a amené à la maternité. Oui, en tout cas, il se trouve que factuellement, quand j'ai terminé moi ce travail-là personnellement, je suis tombée enceinte pas très longtemps après. Ah yes. Factuellement, mais je pense qu'il y a eu quelque chose en tout cas d'un accouchement personnel qui a précédé l'accouchement réel, qui a permis tout ça. Okay. J'avais plus peur d'être mère en fait. Okay. Voilà, c'est vraiment ça qui a changé, c'est que je sais pas, j'étais pas plus prête qu'avant, mais j'avais plus peur. Et donc, c'était pas forcément un projet prévu, c'était juste on verra bien comment ça se passe, on s'entend bien. Ouais, c'était pas un projet. J'ai tendance à dire qu'il y a, il y a pas que moi qui dis ça, mais qu'il y a une différence entre envie d'enfant et désir d'enfant. Et parfois, on a envie d'avoir un enfant et on peut être deux à avoir envie d'un enfant sans qu'il y ait forcément le désir d'enfant. Et il se trouve que là, donc je suis toujours, mais avec Angelo. Et là, j'ai ressenti le désir d'enfant. J'avais pas forcément l'envie.
Mais cette rencontre, parce que je pense qu'elle est vraiment liée à ça, cette rencontre avec les parts de moi que j'ai pu rencontrer dans ce travail et conjointement avec cet homme a fait que j'ai vraiment ressenti le désir d'avoir un enfant. Donc du coup, voilà, c'est vrai que Ulysse est arrivé dans ce désir d'enfant et je pense que l'envie d'enfant est arrivée, voire est en train d'arriver après. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je le vis comme ça, en tout cas, c'est que j'avais vraiment le désir, en fait, plus que le désir d'enfant, je pense que j'avais le désir de devenir mère, enfin, de porter un enfant. Je pense que j'avais le désir d'avoir un enfant avec cet homme-là aussi, c'est-à-dire vraiment de donner la vie et puis quelque part qu'on fasse quelque chose de commun. Un projet commun. Un projet commun, voilà, avec un mélange d'ADN qui et que petit à petit, tout en ayant conscience, bien sûr que c'est une responsabilité, mais la prise de conscience de la responsabilité, elle arrive après, et même l'envie d'enfant, l'envie d'être maman, en fait, ça arrive maintenant. C'est-à-dire que, et c'est en train d'arriver. Il y a encore des fois où c'est très ambivalent. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir suivi un désir, sans avoir conscience qu'en fait, j'étais pas forcément, prête à m'assumer toutes les responsabilités. Ah ouais? 1 an après. Ouais, 1 an après, ouais. Alors que... Mais j'ai aucun regret. Mais c'est une ambivalence, bien. Voilà. C'est une ambivalence qui est toujours présente et que d'ailleurs, dont on parle aussi avec Angelo, voilà, dont ouais, c'est... Mais comme d'un point de vue du couple, par exemple, même tous les deux, voilà, on traverse des choses, etc. Et on a pu se dire, on a l'impression qu'on est en couple depuis récemment, alors qu'en fait, ça fait plusieurs années. C'est-à-dire que parfois, je trouve qu'il y a des choses qui se font a posteriori. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Et en fait, c'est aussi... Mais pour moi, ça fait aussi partie de la petite enfance. C'est-à-dire que c'est un tel roller coaster que t'as pas vraiment l'occasion de te rendre compte. En fait, t'es juste dans... Il faut prendre soin de cet enfant, il faut faire en sorte qu'il survive tous les jours, le nourrir, prendre soin de lui, le changer, etc., etc., que... Je comprends. Peut-être que les gens vont le dire. Vous pouvez réagir. D'ailleurs, vous pouvez venir sur Instagram pour venir nous dire. Mais je me demande à quel point c'est pas en fait assez courant en fait finalement. Oui, je pense que c'est courant. Après, je pense que c'est moi, je me sens autorisée à dire ces choses-là. Puis bon, j'ai entendu autour de moi quand je suis devenue maman. Parce que je posais des questions, même à ma mère, à ma sœur, qui est ma petite sœur, mais qui est déjà maman, que je pouvais me poser trop de questions. Bon, ça, je l'ai entendu depuis toujours. Oui, c'est vrai que je pense que c'est important aussi au début là de la maternité. C'est un tel tsunami que quelque part, parfois il suffit juste d'ouvrir les bras et d'accueillir, quoi. Et c'est parfois plus facile que d'essayer de lutter en essayant d'intellectualiser ou en se posant des questions. Mais bon, on est ce qu'on est. Oui. Et donc, moi, je me posais des questions et je questionnais ma mère sur qu'est-ce qu'elle avait ressenti au début quand on est arrivé. Parce que j'ai 3 frères et sœurs et on est assez rapprochés en âge. Donc, ok. Elle a eu 4 enfants en 6 ans. Gros ride pour la maman d'Estelle. Donc, je suis la fille aînée. Et donc, du coup, voilà, c'est des questions que je posais parce que je me disais, mais mon Dieu, c'est un tel tsunami, c'est tous mes ressentis. Je sais plus où c'est que je voulais en venir quand je disais ça. Mais tu disais que t'étais plutôt dans le cérébral que dans d'accueillir. Je pense que j'ai mis du temps à accepter à juste accueillir. Et aujourd'hui, ce que je me le dis, par exemple, et je me le dis avec sérénité, alors qu'au début, c'était pas le cas, je me dis, il y a un temps pour tout. Voilà. Peut-être que là, aujourd'hui, sans être dans le sacrifice, mais il y a un temps pour tout, et mine de rien, moi, je le ressens comme ça, en tout cas. C'est vrai que la maternité, elle m'a ouvert à quelque chose plus d'un féminin qui était, pour moi, pas accessible jusque-là. Je pense que je me suis même construite un peu contre ce féminin-là, qui est une force plutôt d'accueil et d'accompagnement et de ressenti et de calme aussi, et que ça c'était pas très intégré chez moi et c'était pas très même accessible, quoi. Je crois que on peut en profiter pour faire un petit point sur le féminin et le masculin, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont un peu contre ça, et notamment
à l'ère du féminisme, tu vois. Et en fait, je comprends parce qu'il y a vraiment un truc très caricatural derrière. Ok, donc en fait, c'est essentialiste, le masculin et le féminin. Mais en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que on est tous masculin et féminin. Voilà, on est tous avec les deux énergies à l'intérieur et que le masculin va plutôt dans l'action et va plutôt aussi dans le cérébral, généralement. Oui, les deux peuvent l'être quand même, mais oui, disons que le masculin est plus, c'est pas caricatural, mais c'est que c'est archétypal. En tout cas, quand je parle de masculin et féminin, c'est ça, c'est les parts qu'on a tous en soi, de masculin et de féminin, mais qu'en fonction de notre construction et de notre enfance on a plus ou moins investi certaines parts de soi, et que parfois, en fonction aussi des projections parentales, on a plus ou moins développé le masculin en soi ou le féminin en soi, et que généralement, voilà, la vie nous amène, en tout cas à un moment donné, à accueillir ou à découvrir les parts plus ou moins niées de soi. Et il se trouve que j'ai beau être une femme, le féminin était, en tout cas, certaines facettes du féminin étaient assez inconnues pour moi ou assez, voire niées, quoi. Ok. Et ça arrive souvent chez notamment les petites filles dont les pères auraient voulu qu'ils soient un garçon, par exemple. Oui, bien sûr. Oui, ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Ou moi, je sais que par exemple, je me disais quelque chose au moment où Doculis est né. J'avais lu dans un livre qui parlait justement des rôles, pas des rôles, mais de ces énergies masculins-féminins, et que comment traditionnellement dans ces énergies-là aussi, mais aussi dans les rôles masculins et féminins, plutôt des hommes et des femmes, l'homme était celui qui, pour l'enfant, allait lui ouvrir la porte de l'extérieur, et la femme qui allait être celle qui allait plutôt lui ouvrir son monde intérieur. Et je me rappelle m'être vraiment, mais j'avais une profonde colère qui montait à ce moment-là en me disant, mais non, en fait, moi, je veux être les deux. Et c'était pas une colère de, mon Dieu, c'est stéréotypes, c'est des stéréotypes, etc. C'était plutôt, mais en fait, moi, je veux être les deux. Je veux à la fois être celle qui lui ouvre son monde intérieur et celle qui lui ouvre le monde extérieur. Et dans ce que j'ai traversé, donc là je parle vraiment, excusez-moi si ça peut offusquer ou quoi, parce que c'est vrai que c'est pas très réfléchi ce qui va sortir, mais dans ce que j'ai vécu et dans ce que même des discussions qu'on a pu avoir avec Angelo, il y avait vraiment aussi comment trouver sa place en fait dans le couple de parents, en tant que femme, en tant qu'homme, comment on trouve sa place, parce qu'on s'est rendu compte tous les deux que presque on voulait être aux deux places en même temps. Yes. Et aux deux places qui recouvrait les stéréotypes, c'est-à-dire ce qu'est censé faire un homme, ce qu'est censé faire une femme, ou en tout cas un père, une mère, mais aussi au-delà de ça, en fait, dans les deux énergies, c'est-à-dire qu'on voulait pouvoir, quelque part, être l'unique pour son enfant. Ouais. Donc ça, très vite, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti parce que par rapport à l'allaitement, par exemple, par rapport à... j'avais envie d'être tout, quoi. Et finalement, moi en tout cas, c'est une réflexion que j'ai aujourd'hui. Je trouve que c'est ce que je disais il y a pas longtemps sur Instagram, mais que aussi dans la parole qui s'est ouverte, et c'est une très très bonne chose sur la maternité, sur la grossesse, sur le postpartum, tant mieux. Il y a plein de choses. Moi, je suis heureuse d'être une femme et une mère aujourd'hui, parce que je pense que je peux m'autoriser à ressentir, à questionner, à dire des choses que ma mère ou ma grand-mère ne se serait jamais autorisée à dire ou à ressentir. Mais il y a aussi une tendance à de nouvelles injonctions. Et quelque part, pour moi, à des injonctions à pouvoir être toutes les femmes et toutes les mères. Donc voire finalement, même être aussi des surfemmes et des surmères, quoi. Exactement. C'est ça. Et or finalement, à tout moment, il faut quand même choisir, quoi. Il faut quand même choisir. Et puis quand on fait un enfant à deux, et puis quand on souhaite l'élever à deux, il faut aussi faire de la place à l'autre. Et ça veut pas dire que la place elle est déterminée et conditionnée. On peut la questionner, mais faut quand même faire de la place, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu disais par rapport à l'allaitement que tu avais eu du mal, c'est ça, par rapport à ça, ou tu t'es posé des questions? Alors ça a été l'allaitement, on va dire que dans le travail que j'ai fait en transgénérationnel, ça a été un sujet, justement parce que dans l'allaitement, il y a aussi beaucoup de choses qui se transmettent. Si on lit le livre d'Elisabeth Badinter, L'amour en plus, on voit comment les règles finalement
de puériculture ont évolué en fonction des époques et de l'histoire, où il y a des époques où on recommandait aux femmes d'allaiter, à d'autres moments on leur recommandait plutôt de ne pas allaiter, comment ça a pu ou pas intéresser et arranger les hommes aussi, toutes ces différentes règles. Donc historiquement déjà c'est super intéressant de voir comment s'est construit les injonctions par rapport aux mères sur cette question-là, et puis dans les familles au niveau plus micro, comment ça s'est transmis quoi. Est-ce que les femmes ont pu allaiter, est-ce qu'elles ont eu le choix, parce qu'il y a des femmes qui ont voulu allaiter mais qui n'ont pas pu. Toutes ces questions-là, et il se trouve que moi dans ma lignée des mères, l'allaitement a toujours été problématique quelque part. C'est-à-dire que soit il y a eu cette croyance si on remonte les générations, à la 3e génération, moi j'ai eu mon arrière-grand-mère a été abandonnée à la naissance par sa mère, qui était fille-mère et qui du coup est partie en tant que nourrice, du coup vendre son lait dans une autre famille, en laissant sa fille sous la responsabilité de ses propres parents. Donc elle n'a pas allaité sa fille, elle a allaité d'autres enfants à la place. Wow. Parce qu'elle était fille-mère, donc pour des raisons, voilà, je vais pas rentrer dedans. Et puis ensuite, donc il y a ma grand-mère qui, elle, aurait été, dont l'allaitement aurait pu la tuer, mais qui finalement n'a pas beaucoup tété, donc du coup n'a pas été empoisonnée. Enfin, ça c'est la transmission qui a été donnée. Et puis ma mère qui, elle, a été très peu allaitée par sa mère et qui, moi, a essayé de m'allaiter, mais finalement s'est rendu compte après quelques semaines, je crois, au moins plusieurs semaines, que finalement en fait je ne prenais pas de lait et que mes pleurs incessants, qui étaient assez traumatiques pour mes parents sur le moment, visiblement, en fait étaient liés au fait que je ne mangeais pas. Que tu avais la dalle et que... Voilà. Que j'avais la dalle. Donc, avec tout ça, moi, je me questionnais sur l'allaitement, quoi. Puis de tout ce que je voyais, sur que c'était pas si facile, mais en même temps avec et qui est super. Mais je veux dire toute une communication sur allaiter partout, tout le temps, que je trouvais génial, mais qui en même temps que je pouvais vivre aussi comme une injonction. C'est une grosse injonction. Si t'y arrives pas. Si j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je suis une femme un peu moins naturelle, un peu moins sauvage, un peu moins libérée, voilà. Donc bon, toutes ces choses-là que je pense que les mamans traversent. Et qui va aussi avec un marketing aujourd'hui. Donc, je veux dire, on est pris quand même dans plein de choses. Bon, et puis finalement, j'en suis arrivée à me dire, il se passera ce qui se passera. De toute façon, j'avais conscience que, on est aussi héritière de transmission, que de toute façon que j'allaite ou que je donne le biberon, ce serait très bien, et que mon enfant aurait ce dont il avait besoin. Donc, j'ai allaité 3 mois. Mais ça m'a fait traverser beaucoup de choses sur la dépendance, sur l'immobilisme, sur tout ça quoi. Le fait qu'il fallait pas bouger. Ouais, pas bouger. Ouais. Sur le fait que du coup, quand t'allaites, ton enfant est quand même plus ou moins collé à toi. Du coup, tu peux pas déléguer. Donc. Ça, c'était dur pour toi ? Ah ouais, ça c'était dur. Ouais. C'était dur et C'était difficile parce qu'en fait, j'avais envie en même temps de le vivre pleinement. Et j'ai adoré allaiter. Franchement, j'ai adoré ça. Ça s'est très bien passé en plus. Et merci à toutes les mamans qui m'avaient donné des conseils. Et parce que du coup, je les ai appliqués parce que c'est vrai que c'est loin d'être évident. Bien sûr. D'allaiter. Et donc, j'ai adoré allaiter, mais en même temps, dire que dans la sensation, je trouvais ça incroyable. Parce qu'en plus, je trouve que l'allaitement, c'est vraiment... il y a à la fois du plaisir, à la fois d'une forme d'amour immense qu'on ressent. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Et en même temps, j'ai été très soulagée quand j'ai arrêté. Donc, c'est ambivalent. Bah oui. Et en même temps, je comprends les deux, dans les deux cas. Hein. T'étais soulagée et t'as pas eu de culpabilité avec le fait d'être soulagée. T'étais hyper, tu t'es sentie hyper libre par rapport à ça. Le sevrage, qui était un peu... qui est une question dans mon parcours personnel, c'est très bien passé. Je pense en tout cas, parce que ça, je peux pas le parler à sa place, mais pour Ulysse comme pour moi, quoi. Il n'y a pas eu de problème. Il a tout de suite, pris le biberon, etc. J'ai pas eu d'engorgement. Donc c'est vrai que ça a été un moment très fluide. Ok. Mais je pense que dans l'allaitement, alors j'aimais la sensation. J'aimais être une mère qui allaite. Je pense aussi. Mais il y avait une part de moi qui avait hâte que cette dépendance-là, en tout cas, elle puisse évoluer. Ok. Et peut-être aussi de voir ton fiston grandir, de voir ton fiston se rendre un peu plus autonome, c'est ça ? Ou... Alors, je pense que c'est plus égoïste, c'est-à-dire que c'est plus moi.
regagner de l'indépendance que pour mon fils. Et je pense d'ailleurs, en tout cas moi je me vois comme ça, que faut plus que je fasse attention à pas le faire grandir trop vite. Donc, pour qu'il puisse te foutre la paix, entre guillemets, le plus vite possible, c'est ça ? Ce serait pas me foutre la paix, mais ce serait... disons que je pense que moi, j'ai grandi vite, parce que je suis l'aînée de 4 enfants, que les autres sont arrivés très vite après, et puis que, comme m'ont dit mes parents, parce que c'est des sujets que j'ai abordés avec eux, sur cette sensation d'avoir grandi trop vite, et puis la colère que j'ai ressentie aussi à un moment de ma vie, d'avoir été un bébé dans un... Enfin, oui, un bébé émotionnellement dans un cerveau... un peu trop adulte. Et ça, ils ont pu me dire, quoi. Ils ont pu reconnaître en disant, bah oui, c'est vrai que quelque part, on t'a fait grandir vite, mais parce que t'étais aussi en demande. Et ça m'a fait du bien aussi d'accepter que même un enfant a de la responsabilité dans comment il réagit aussi à la situation et à ce que peuvent faire ses parents. Ça m'a fait du bien à moi. Mais donc, c'est vrai que je vois aussi que j'ai tendance à peut-être dévaloriser l'immaturité. Ouais. J'en parlais il y a pas longtemps, je me posais la question sur ce que c'était la maturité, sur psychanalytiquement, on va dire, voilà, les psychanalystes, comment ils définissent la maturité, ce que c'est que de devenir un adulte. Et je me rendais compte que je faisais la réflexion que souvent on entend ah là là, qu'est-ce qu'il est mature cet enfant, ma fille elle est très mature. C'est souvent source de fierté chez les parents d'avoir des enfants matures. Alors que finalement la maturité c'est quand même l'apanage de l'adulte. Et donc je me disais mais finalement est-ce que c'est pas dommage de souhaiter ou d'être fier très vite que son enfant soit mature, alors que les psychanalystes décrivent la maturité comme étant la capacité de pouvoir régresser à l'état d'enfant quand on le veut, sans culpabilité, sans souffrance et sans se sentir rabaissé. Donc je me disais mais comment ne pas se sentir rabaissé de redevenir un enfant quand finalement on a senti la fierté de ses parents de ne plus l'être. Waouh. Bon, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, c'est carrément clair. Ça m'amène dans la propre éducation qu'on a donnée à mes filles. Je dis ça sans aucun jugement. Non, c'est mes propres réflexions que je me fais. Non, j'entends bien. C'est juste, tu viens de m'ouvrir une porte tellement intéressante. C'est on a eu 2 filles qui avaient 2 ans d'écart. Et en fait, l'aînée, quand sa petite sœur allait arriver, si tu veux, assez rapidement, elle s'est dit, ok, donc maintenant je suis la grande. Et donc, par exemple, elle faisait des trucs fous comme s'habiller toute seule à 1 an et demi, quoi, tu vois, mettre ses chaussures toute seule. Et elle était trop contente. Et nous, en plus, on l'a valorisé du fait que, mais bon, à la base, c'était vraiment un truc qu'elle voulait faire elle-même en disant, en fait, je suis la grande maintenant, donc je vais m'en occuper. Et je crois que c'est un truc qu'on a beaucoup valorisé, tu vois, c'est bien ma grande, t'es une grande. Et alors que t'as raison, en fait, fondamentalement, elle avait 1 an et demi. Je sais pas si j'ai raison, mais disons que moi, c'est ce que je ressens par rapport à ce que j'ai vécu. Et puis là, aujourd'hui, les questions que je me pose, mais alors encore une fois, moi, j'ai un vécu beaucoup plus long de fille que de mère. Parce que j'ai été fille je le suis encore d'ailleurs, pendant 32 ans, alors que je suis mère d'un petit garçon de 10 mois. Donc c'est très récent, quoi. Voilà, il y a des choses théoriquement je peux en parler, et puis il y a des choses que je vis, et puis certainement que je ferai peut-être les mêmes choses que mes parents. Donc mais c'est vrai que je me suis posé cette question-là, quoi. Je me suis dit à un moment donné la maturité, on la valorise, alors que dans l'immaturité il y a aussi quelque chose de très riche, et que il faut un temps pour tout. Waouh. Comment tu vis le fait d'avoir un petit garçon? Alors personnellement, de manière très intuitive, j'étais rassurée que ce soit d'abord un garçon. Ok. Mais plus, je pense, par rapport à la relation que j'ai avec ma maman, qui est très forte. J'aime énormément ma maman, mais justement, je pense que j'avais trop peur que la projection soit encore plus forte, parce que la projection elle y est bien sûr. Enfin, c'est normal, mais j'avais peur qu'elle soit encore plus forte et qu'il y ait quelque chose qui se rejoue. Enfin voilà, j'étais rassurée que ce soit un garçon d'abord. Quand tu dis la projection, tu parles de quoi? Juste pour les gens qui n'ont pas forcément... Ah oui, la projection c'est-à-dire que ce que je pouvais projeter, vu que moi je suis la fille aînée, si j'avais une fille en premier, quelque part elle allait se retrouver à la même place que moi. Et donc j'avais peur de ce qui allait pouvoir se jouer entre elle et moi, sur les places, sur ce que j'allais projeter sur elle de mon propre vécu, de ma relation avec ma maman. Et puis je pense en tant que fille et future femme,
moi, j'ai encore besoin de cheminer. Enfin, mais bon, je pense que les enfants élèvent les parents. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bien plus que les parents élèvent les enfants. Donc en soi, j'espère avoir aussi une fille un jour. Mais pour la première expérience de maternité, j'étais contente que ce soit un garçon, sachant que moi j'ai avorté et d'une première grossesse et que je ne connaissais pas le sexe de l'enfant. Mais dans mon ressenti, je pense que c'était une petite fille. Ok. Donc, quelque part, la petite fille est née. Waouh, ça a dû te prendre quelques heures en psychanalyse, cette histoire d'avortement. Oui, ça m'a... pas sur le moment, parce que sur le moment, c'était quelque chose... oui, j'imagine pas simple à vivre. Hein. Pas simple à vivre et en même temps avec beaucoup de, je pense, de déni, mais qui est nécessaire parfois pour traverser certaines épreuves. Mais sur lequel, en tout cas, c'est un événement de ma vie que je regarde avec tendresse. T'avais quel âge ? J'avais 26 ans. Ok. Et auquel j'ai donné du sens plus tard. Voilà. Ok. Je t'ai même pas demandé comment s'est passée ta grossesse, etc. Enfin, tu vois, on est parti sur tellement de choses. C'était bien, il y avait pas... Ouais, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré être enceinte. Ouais, dans le ressenti. Enfin, je trouve ça de toute façon absolument magique, quoi. C'est vrai que c'est un événement tellement commun et quotidien, parce qu'on en voit tous les jours des femmes enceintes, et puis il y a tous les jours des femmes qui accouchent. Mais je pense que j'étais émerveillée, quoi. En tout cas, j'avais pas perdu... ça n'était pas devenu banal pour moi, et du coup, c'était incroyable, quoi, à vivre, à sentir l'enfant qui bouge, mon corps qui se transforme, me dire que voilà, c'était... Ouais, que la vie était en train de se créer. C'était quand même un ravissement pendant toute la grossesse. Après, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une grossesse sans complications, sans problème, et j'ai adoré accoucher. Okay. Voilà. Mais j'ai eu aussi beaucoup de chance parce que j'ai choisi d'accoucher sans péridurale et vraiment je l'ai vécu comme un moment transcendantal, quoi, l'accouchement. À ce point-là. Ouais, explique-moi transcendantal, dans quel sens? Dans le sens où je pense que ça m'a fait contacter des parts de moi que je ne pensais pas qu'étaient là. Enfin, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a une forme d'expérience qui dépasse l'entendement que je pouvais avoir jusque-là. Ça t'a ouvert d'autres portes, tu veux dire, sur la conscience de toi? Oui, okay. Ouais, vraiment. Je pense que... Alors déjà, dans le rapport à mon corps, parce que, j'ai eu des TCA quand j'avais 20 ans, mais qui ont duré un peu, puis qui avaient commencé avant. Mais la réconciliation avec mon corps a pris du temps. Donc c'était le cas, c'est-à-dire que ça sera toujours c'est toujours mon meilleur ami. Il peut y avoir de l'ambivalence dans le rapport que j'ai avec mon corps, mais vraiment aujourd'hui je l'aime. J'aime mon corps, et en fait quand je suis tombée enceinte, c'était assez récent que ce soit aussi plein comme ressenti. Okay. Et l'accouchement, je pense, a parachevé la grossesse, cette relation avec mon corps. Parce que je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, cette part de moi que j'ai détestée pendant tant d'années, elle est quand même capable de faire quelque chose que je trouve dingue. C'est extraterrestre. Ouais. Quand on y réfléchit un petit peu, le génie mécanique qu'il y a derrière tout ça. Ouais. Quoi. Et puis j'avais confiance. Voilà. En fait, plus que quelque part aimer son corps ou quoi, qui finalement, là je viens de le dire, donc c'est que ça me parle peut-être un peu, mais ce qui me parle le plus, c'est que j'ai confiance dans mon corps. Voilà. J'ai confiance en lui. Je sais que je peux compter sur lui. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, quoi. Je me suis dit, waouh, le corps est capable de ça. Ouais, j'avais écouté des vidéos d'une... Bon, il se trouve qu'en plus, pour le coup, j'ai eu un parcours de préparation à l'accouchement très chaotique. Mais ça m'a pas dérangé, voire ça m'a plu, parce que je crois qu'en fait, j'adore les surprises. J'ai tendance pas mal à être en retard, à fonctionner pas mal dans l'urgence. Et donc, finalement, le côté pas trop préparé me plaisait. Ok. L'improvisation, j'aime bien. Donc, t'avais pas peur, t'étais ok. J'avais un peu peur, hein, mais je me disais ça va se faire. Voilà. Donc, oui. Voilà, ça va se faire. Oui, à un moment donné, il faut que ça sorte. Ouais. Et la phase de désespérance dont on peut entendre parler parfois, je l'ai plus vécue au tout début que à la fin. Enfin, c'est-à-dire qu'à la fin,
puisque voilà, on dit que généralement au moment de la progression de l'ouverture du col de l'utérus de la femme, la phase de désespérance peut arriver plutôt à la fin quand J'ai jamais entendu parler de ce terme, la phase de désespérance, non. Ah bon. Et moi j'en ai entendu parler dans mes lectures, qui serait en fait une phase au moment de, donc vraiment corrigez-moi les personnes qui sont spécialisées là-dedans si je dis des bêtises, mais qui serait une phase pendant l'accouchement où le col arrive à maturité d'ouverture et où finalement le bébé va commencer à descendre dans le bassin et qui est un moment où généralement la femme peut avoir l'impression que ça va jamais passer, quoi. Ça va jamais passer, je vais jamais y arriver. Là, je viens de traverser la vallée du désert, quoi. Et là, là, j'arrive au point de désespérance. Et qui est généralement le moment où justement, elle a le plus besoin d'encouragement parce que c'est comme un seuil à passer, quoi. C'est comme, je crois que c'était une sage-femme qui disait ça. Et moi, ça m'a vachement aidée. Il y a comme il faut presque accepter de mourir à ce moment-là. C'est presque ça, en fait. Accepter de mourir parce que finalement, alors, on meurt pas. Oui et non, parce que je pense qu'on a aussi des mémoires en soi. Les mortes en couche, je veux dire, ça existe encore et ça a beaucoup existé. Donc, il y a aussi ces mémoires-là, hein, l'accouchement. On revient sur le transgénérationnel, oui, là, pour le coup. Parce que dans l'accouchement, c'est toujours une zone de risque. Et dans les transmissions, c'est aussi comme ça qu'une femme peut le ressentir. Et parfois, il y a des femmes qui ont des peurs viscérales de l'accouchement, voire qui font des rêves ou des cauchemars, et parce qu'elles sont encore empreintes de transmission, d'héritage, où dans leur lignée, il y a eu des mortes en couche, il y a eu des accouchements extrêmement traumatiques qui n'ont pas pu être digérés, qui n'ont jamais été absorbés par les individus et par le système familial. Donc l'accouchement, je pense, dans l'inconscient collectif, reste encore une zone à risque. Mais c'est aussi une zone de prise de puissance incroyable des femmes. Je te regarde avec des grands yeux là, tu vois. C'est parce que j'ai pas encore fait assez d'épisodes d'Histoire de Daronne. Et puis moi je l'ai pas vécu non plus. Donc vraiment là je suis en train de t'écouter en disant ok. Et tu vois, on m'avait jamais parlé de l'accouchement de façon aussi on va dire technique ou en tout cas comme tu dis viscérale ou corporelle, quoi. C'est hyper intéressant. Il y a eu, alors moi j'ai écouté en tout cas je peux dire un nom d'une personne. Oui. Il y a une sage-femme elle fait un programme qui s'appelle Quantique Mama. Okay. C'est une sage-femme qui est aujourd'hui au Costa Rica, au Canada, je sais plus. En tout cas, elle a des programmes d'accompagnement de femmes et en fait, elle parle de l'approche quantique de la naissance. Et moi, ça m'a beaucoup aidée. En fait, finalement, j'ai pas eu vraiment de préparation, mais j'ai écouté ses podcasts, sa formation, et elle parle des différents seuils de l'accouchement et c'est beau. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça très beau en fait, les différents stades en fait. De préparation, puis qui se passe entre le bébé et la maman, hein, parce que bien sûr c'est un acte qu'on fait à 2 et à 3 avec le papa. J'allais te dire, mais là ça pour le coup c'est un truc, tu vois, où moi je me dis, et c'est un truc que j'avais ressenti à l'époque de l'accouchement de ma femme, où je me disais mais en fait c'est un truc que je n'arriverai jamais à vivre et que je ne vivrai jamais, et en ça il y a aussi une forme de deuil à faire, tu vois, en tant que père, de se dire en fait je serai jamais complet comme t'es complète toi aujourd'hui à avoir alors, d'un autre côté, sur le moment, j'avais pas envie d'être à sa place. Hein. Ouais. Ah non, mais moi, je suis très heureuse d'être une femme et d'être une femme et d'avoir pu devenir maman. Mais je me dis que, bien sûr, que ça reste un deuil, tout comme, entre guillemets, le deuil de ne pas avoir de pénis. Si on prend d'un point de vue psychanalytique, chez la femme, restera toujours. De pouvoir faire l'hélicobite. Voilà. Quelle joie. Mais c'est, oui, bien sûr que c'est un deuil. Mais c'est vrai que là, il y avait une image qui me venait pendant que là, tu parlais et je pensais à l'accouchement. C'est vrai que, mine de rien, en fait, accoucher, c'est faire un passage. Mine de rien pour son enfant. C'est lui permettre de passer. Donc c'est ça que je disais dans le féminin aussi, que moi, j'ai embrassé en devenant maman, c'est apprendre aussi, pas être en retrait, mais aussi à faire de la place, à faire un passage en tout cas, et à laisser quelqu'un passer. Oui, puis j'allais dire, il y a un truc très passif aussi, qui est pour le coup féminin, de recevoir, de laisser aller, quoi. c'est Alors je dirais pas passif, parce que je pense que dans l'accueil, il y a beaucoup. L'accueil est très actif. Oui. Mais bon, c'est des mots, hein. Oui, mais c'est plus de la réceptivité que de la passivité, je dirais. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Je crois que j'ai compris. Mais bon, c'est vrai que c'est important pour moi parce qu'en fait, être réceptif, ça demande d'être très très engagé. De ton côté, tu veux dire ? Oui, puis je pense en général. Alors que la passivité, il y a quelque chose de... Non, bien sûr. Ouais. Je l'ai. En plus, en tant que psy, j'imagine que c'est
tu reçois et en fait la réception est active quoi qu'il arrive. Enfin, en tout cas, j'espère. Si... mais c'est vrai que ça m'a... Moi, je le dis, parce qu'en fait, ça m'a aidé aussi, parce que je pense que j'avais cette image-là. Cette image-là de la... Pour moi, il y avait quelque chose dans, justement, être dans cette réceptivité. Il y avait une forme d'être passive, de pas être à la place que je valorisais le plus, qui était celle d'être dans l'action, d'ouvrir à l'extérieur. Voilà. Donc c'est un cheminement, voilà, mais c'est en cours quoi. Mais en fait, je trouve ça ouf que ton fiston il ait 1 an, tu vois, et que que tu sois déjà sur ce chemin depuis quasiment le début quoi, tu vois. Ouais. Bah, non mais c'est... je sais pas, je pense que de toute façon ça va se faire petit à petit. Puis c'est lui aussi, c'est lui et c'est le couple qui permet aussi le couple parental, mais aussi le couple amoureux qui permet d'avoir ces échanges-là et ces discussions qui m'amènent aujourd'hui à avoir ces réflexions. Ok. Tu me parlais aussi, hors micro, d'une peur que tu avais pendant la grossesse ? Oui, on parlait de la place du papa, de la maman et du ressenti pendant la grossesse, l'accouchement de la maman, et de comment le père pouvait se sentir un peu exclu aussi de cette aventure. Et c'est vrai que moi j'ai eu une peur que j'avais oubliée parce qu'en fait aujourd'hui elle est beaucoup moins présente, mais qui était très présente quand je suis tombée enceinte, surtout sur la fin de la grossesse et au moment de l'accouchement. Et aussi les premiers mois d'Ulysse, c'était que finalement avoir un enfant me divisait le couple et me séparait, que finalement je prendre vraiment ma place de mère, c'est-à-dire être dans cette réceptivité, dans ce don à l'enfant, via l'allaitement, via la présence, etc., aller me séparer de mon conjoint, aller l'isoler. Et donc en fait j'avais vraiment cette peur, presque comme un conflit de loyauté entre être auprès de donner à mon bébé ce dont il a besoin et en même temps ne pas exclure mon conjoint. Et donc je pense qu'il y avait une forme de comme si quand je disais j'aurais aimé avoir les 2 places, je pense que là aussi j'aurais aimé, c'est comme si je ressentais les 2 places quoi, et l'exclusion et le fait d'être un peu au centre. En tout cas, au centre, surtout pendant la grossesse, parce qu'après, c'est vrai qu'une fois que l'enfant naît, c'est plutôt le bébé qui est au centre, plus que la maman. Mais c'est vrai c'est vraiment on dirait un peu un système de planète, quoi, la maternité, parce qu'il y a des forces gravitationnelles qui évoluent. Au moment de la grossesse, on a l'impression que voilà, les planètes tournent autour de l'astre mère, et puis ensuite c'est de l'astre enfant, et on se dit, mais voilà, le papa, où est-ce qu'il est, à quel moment ça tourne autour de lui ou pas. Donc, je sais qu'avec ces questionnements, moi j'ai eu des amis qui m'ont dit non mais c'est bon, c'est pas très féministe ce que tu dis, ou c'est mais moi je le ressentais vraiment comme ça. Et moi je trouve ça hyper féministe au contraire. Parce que en fait pour moi le féminisme c'est l'égalité homme-femme, femme-homme comme tu veux. Et en fait le fait que les mecs soient mis de côté, c'est pas très égalitaire, donc en fait c'est aussi une façon. Est-ce que c'est aussi une façon, je trouve, et c'est pas pour excuser tous les pères absents, etc. Mais il y a vraiment, moi je l'ai vu là dans l'histoire de Daron pendant des centaines d'épisodes, t'as vraiment des pères où à un moment donné sociétalement, t'es plus inclus dans le truc, t'es plus du tout inclus. Je parlais de cet épisode avec Ixia qui a vécu je vous mettrai le lien dans les notes si ça vous intéresse, mais qui avait vécu 2 grossesses avec dans un couple de femmes. La première en étant maman génitrice et l'autre en étant coparent. Et en fait elle disait mais moi j'ai l'impression sur la deuxième que j'existais plus, quoi, j'y étais plus. Donc en plus c'est même pas un truc envers les hommes, c'est juste un truc envers le coparent. Oui. Est-ce que tu as fait des choses consciemment pour réinclure ton conjoint Angelo dans ton couple à un moment donné ? Alors, je pense que je faisais beaucoup de choses à moitié consciemment, à moitié inconsciemment, c'est-à-dire que j'avais conscience de ce débat intérieur et de ce conflit intérieur. Mais dans mon comportement, du coup, et c'était super intéressant parce qu'à un moment donné, on a eu des discussions, on a eu des conflits, en fait, des désaccords ou des ressentis contraires, où il m'a dit, mais en fait, c'est contre-productif presque ce que tu fais. C'est-à-dire que des fois, j'allais essayer presque j'allais pas c'est pas que j'allais pas allaiter mon fils, mais j'allais lui confier Ulysse à un moment donné, où j'allais essayer de lui faire de la place, mais finalement en essayant de lui faire de la place, alors que quelque part à ce moment-là Ulysse il était plus en sécurité avec moi, enfin en tout cas il y avait quelque chose, il avait plus besoin de sa mère. Et c'était doublement frustrant pour Angelo, parce que il avait un peu l'impression que je lui disais vas-y prends ta place.
mais une place qu'il n'avait pas encore construite, enfin qui restait encore à construire. Bon, il en parlera beaucoup mieux, je pense, si tu lui poses la question. Mais du coup, c'était pas toujours très adroit, je pense, de ma part. Mais ça venait de cette peur-là. Ouais. Ici le Fab du montage, juste une petite note pour vous dire qu'en fait l'épisode d'Angelo, donc le chéri, le papa d'Ulysse, le chéri d'Estelle, est sorti pas plus tard qu'hier dans Histoire de Daron, donc vous pouvez aller le retrouver tout de suite en cliquant dans les liens, dans les notes de cet épisode. Un grand merci à vous, à tout de suite. Et par rapport à ce que tu dis, je pense que... Bon, je sais pas si c'est... Mais c'est vrai que moi je parle plus d'équité entre hommes et femmes, par rapport plus que d'égalité, parce que je me rends bien compte, justement, en tout cas avec la maternité, qu'on peut pas être égaux à cet endroit-là. C'est pas possible. Et donc, c'est aussi comment, justement, c'est quoi l'équité qu'on trouve ensemble. Et ça, pour moi, il y a une part, alors il y a une responsabilité énorme de la société, il y a une responsabilité politique dans les lois qui sont mises en place, etc. Une responsabilité citoyenne de tous ensemble aussi, comment on fait évoluer les choses. Mais il y a aussi des équations personnelles à trouver dans le couple. Au sein du couple. Et ça prend du temps aussi. Donc voilà. Après, ce qui a été le mieux, c'est consciemment pouvoir aussi en parler et dire quel moment t'as envie de vivre, parce que voilà, des fois, il a pu me dire, mais moi, j'ai l'impression de pas comprendre mon fils. Enfin, je veux dire, il mange, il boit, il chie, quoi, entre guillemets, et finalement, il n'y a pas d'interaction. Et la relation, elle vient avec l'interaction. Donc, comment je crée une relation avec mon fils ? Et il y a eu un moment qui m'a beaucoup touchée. Donc, bon, c'est personnel ce que je raconte, mais c'est comme tu dis, c'est le but du podcast. Oui. Puis, lui, il te racontera peut-être l'autre version. Mais tu vois, un des trucs que j'ai fait consciemment, il était tout petit, Ulysse, et j'avais été dans une librairie, et j'avais vu un livre que j'avais trouvé chouette. Il s'appelait Allez papa. C'est un livre d'illustration. Et je lui avais offert parce que je m'étais dit, tiens, je vais lui offrir ça parce que justement, les 2 derniers jours, ça n'avait pas forcément été évident, sa place. Donc pour moi, c'était vraiment une manière de dire, t'es super, c'est ta place. Et en fait, il l'a très, très mal pris. Et moi, ça m'a blessée, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Je comprends pas. Et en fait, il m'a dit, mais non, mais moi, je l'ai vécu comme, vas-y, prends ta place que tu prends pas. Alors que c'était pas du tout ça, c'était... Mais bon, voilà, comment des fois, même en essayant de faire les choses, il y a besoin de se parler, parce que c'est... Et je trouve qu'il y a encore plus besoin de se parler dans ce moment-là, parce que t'es fatigué, tu as des nuits courtes, comme on le disait plus tôt, c'est un roller coaster, c'est un tsunami, et qu'il faut réussir à en parler. Il y a des couples qui ne reviennent jamais d'ailleurs, qui se séparent très tôt, parce qu'ils n'ont pas réussi à causer à ce moment-là et à se mettre d'accord. Et puis t'as raison, en plus c'est vraiment une super intention à la base. Et puis il est là. Et comment ça, t'es en train de me dire qu'il faut que je prenne ma place? Moi, je fais du mieux que je peux, d'accord? Et j'ai compris ça, mais moi, ce que j'ai... tu me posais la question tout à l'heure de ce que j'ai appris. Je pense que ce que j'ai contacté le plus fort avec la maternité, c'est la solitude. Mais pas d'un point de vue... c'est pas, je le dis pas avec un regard de jugement, c'est bien ou mal, c'est positif, c'est négatif, mais c'est vraiment la solitude. Et je pense que... j'estime qu'on va mourir seul et que la solitude, ça fait partie intrinsèque de l'être humain. Et je parle pas d'être solitaire, mais vraiment du ressenti de solitude. Et que finalement, dans la maternité, moi, j'ai ressenti beaucoup, beaucoup de solitude. Et que peut-être que le papa peut se sentir exclu à des moments, mais il n'empêche que la mère peut se sentir aussi très seule. Et que finalement, devenir parent, c'est aussi apprendre à faire conjuguer ces solitudes individuelles qu'on ressent et qu'on peut pas forcément comprendre parce qu'elles sont rattachées à des réalités très différentes, mais qu'il faut pourtant apprendre à faire cohabiter. Waouh. Et puis surtout, après, ton enfant s'en va. Et les solitudes reviennent. En tout cas, d'une autre façon. Exactement. C'est un bon entraînement, en tout cas. Voilà. C'est quoi, qu'est-ce que tu as appris en 1 an de maternité, là? Alors, une fois que l'accouchement est passé, de toutes les choses dont on a parlé? Qu'est-ce que j'ai... j'ai appris énormément de choses, mais du coup, s'il y a des choses en particulier qui m'ont marqué, je pense que ça m'a encore plus amené à être vraiment dans le moment présent. Alors ça peut paraître vraiment quelque chose qui est rabâché partout, c'est vrai, mais ça m'a obligée à être engagée au moment où je suis avec la personne.
parce qu'un enfant, en tout cas l'enfant, il fait pas 14 000 choses en même temps. Et du coup, ça m'a demandé à apprendre ça, à apprendre ce que je disais tout à l'heure. Là, il y a un temps pour tout, mais vraiment même au quotidien. Si je suis là avec Ulysse, soit en train de l'allaiter, soit en train de vivre un moment avec lui, à accepter que je sois pleinement en train de faire ça. C'est difficile, hein. C'est vraiment un apprentissage parce que j'ai encore toujours tendance à vouloir faire plusieurs choses en même temps. Donc, je pense à être pleinement présente. Il y a eu des impacts dans ta vie personnelle, professionnelle, tu crois Alors, je pense que dans mon exercice de thérapeute, c'est sûr que ça a un impact. Non pas que je pense qu'il faille être maman ou papa pour être un bon thérapeute, mais je pense qu'en tout cas, ça influe sur mon écoute et mon être thérapeute, ça c'est sûr. Et dans ma relation, et après dans toutes mes relations. Parce que finalement, ça m'a appris ça, d'être plus présente, et puis je pense que je suis plus attentive aux injonctions contradictoires aussi. Parce qu'un enfant, il est moins capable d'avoir le recul sur ça qu'un adulte, quoi. C'est-à-dire que par exemple, si je lui dis, arrête d'hurler, et que je le dis en hurlant, en fait, je prends plus rapidement conscience sur le moment que là, t'es pas logique. T'es en train de lui dire de pas faire quelque chose en hurlant, alors que tu regrettais il y a 2 jours qu'il puisse pas encore s'exprimer. Voilà, je le fais un peu en condensé, mais donc ça, voilà, ça me fait penser à la phrase de Dolto là qui disait de Françoise Dolto, la pédopsychiatre, qui disait qu'on aussi vite qu'on a demandé à nos enfants de parler, on leur demande de se taire, quoi. Et c'est vrai que je me vois faire. Donc j'apprends aussi à voir ça. C'est tellement dur. Ah, c'est dur, hein. Ah, c'est dur. Ah, ça, c'est sûr, c'est dur. Parce que l'enfant nous renvoie en permanence nos propres trucs, quoi. Ouais. Et dès petit, déjà, t'as la sensation que... Ah oui. Enfin, moi, je trouve que oui, dès petit. Ça, c'est sûr. Et puis, à lâcher prise aussi. Je pense que, finalement, c'est ça aussi que j'apprends. Alors, c'était quelque chose que j'avais... qui était déjà présent pour moi, mais là, je pense encore plus. Lâcher prise et à m'émerveiller. J'ai quand même tendance à l'émerveillement facile, mais je trouve que voir grandir un enfant, ça apprend encore plus à voir les micro-changements. Donc à apprécier le subtil. Surtout quand ils sont petits, là, comme ça, où de jour en jour, ils sont capables d'apprendre des nouveaux trucs. C'est ça, tous les miracles du quotidien, quoi. À une époque où on est quand même assez... dans l'extraordinaire, l'exceptionnel, c'est vrai que ça, je trouve que ça recentre sur l'infiniment petit qui est tout aussi grand que l'exceptionnel, quoi. Et puis je pense qu'après, si globalement, ce que ça m'a appris, c'est à me rendre compte à quel point j'étais individualiste. Ah ouais. Ça c'est. C'était dur pour toi de me rendre compte que je l'étais, ou de. C'est pas très valorisé. Non, c'est pas très valorisé, mais... Surtout pour une maman. Non. Mais... Je sais pas si c'est dur. Je pense que... Non, c'est pas dur, mais... c'est confrontant. Voilà. C'est confrontant, et puis c'est... Ouais, j'ai l'impression de m'assouplir, en fait. Que pour moi, la maternité, c'est un assouplissement au quotidien. Je le vis vraiment comme ça. Comme si je devais faire des étirements tous les jours, quoi. Ça me demande de m'assouplir. Ok. Il y a une question que je pose à la fin d'Histoire de Daron, et en fait, je me rends compte que je l'ai pas trop posée aux darons, mais j'aimerais bien le faire, là, cette saison-là. Si alors, on va dire 12 ans, Ulysse tombe sur ce podcast, qu'il a écouté, là, pendant 1 heure, sa maman parlait de ses tout récent jours. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, là, aujourd'hui, quand il aura 12 piges? Non, déjà, rien que la question me donne envie de pleurer. Donc... Elle est bien, cette question, je l'adore. Elle est cool. Elle est très cool. Je lui dirais de... Tu peux laisser aller l'émotion, t'inquiète. Je te disais avant que j'avais pas trop de problèmes avec ça, mais du coup, là, c'est criant. Une illustration. C'est une illustration. Je pense que je lui dirais de pas avoir peur de ses émotions.
Bonne illustration pour le coup. Voilà. On n'est pas dans une injonction contradictoire. Non, là ça va. Ça, et puis ouais, je pense que je dirais ça, et je dirais que... je sais pas. Ça me coupe la chic, cette question. Ça me coupe la chic. En tout cas, non, parce qu'en fait, tout ce qui me viendrait, là, serait des injonctions. Quelque part. En fait, ouais, de regarder la vie avec ses yeux. En fait, voilà, je pense que j'aurais rien d'autre à dire que ça, quoi. Continue à regarder la vie avec tes yeux de qui tu es à ce moment-là. J'avoue. Voilà. Pas mal comme conseil. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont t'as pas parlé, dont t'aurais aimé parler? Non, j'aime bien l'improvisation, donc c'était très bien. Ah, c'était cool. Un grand merci, Estelle. Merci beaucoup à toi. Tu m'as ouvert. En plus, c'est canon parce que je crois que tu m'as vraiment nourri pour mes futures interviews. Et tu sais, je fais beaucoup ça, c'est-à-dire que je me nourris aussi en tant qu'intervieweur au fil de l'eau des gens que je rencontre. Et franchement, c'était très très nourrissant tout ce que tu m'as raconté. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Pour ça, en plus de tout ce que tu as pu raconter par ailleurs, j'imagine qu'il va plaire aussi aux auditrices et aux auditeurs. Quoi. Je sais pas, mais en tout cas, j'étais ravie j'en suis à peu près sûr. De le partager avec toi. Très souvent, j'ai une règle. Quand je passe un bon moment, les auditrices et les auditeurs passent un bon moment, donc c'est cool. En tout cas, merci beaucoup pour ton invitation. Avec grand plaisir. Je mettrai un lien donc vers ton compte Insta parce que tu fais plein de choses. Et je crois vraiment qu'en plus c'est primordial d'aller creuser ces sujets-là, ou en tout cas de s'interroger, d'en prendre conscience, sans pour autant rentrer forcément dans une analyse, mais en tout cas de... Oui, sur Insta, je partage plus des éclairages ou des réflexions. Après, c'est un format qui est pas très propre à l'approfondissement, en tout cas pas toujours, je trouve, mais c'est vrai que... tu poses des graines, en tout cas. Voilà, je pose des graines. Et ça, je trouve ça bien. Et puis après, je te donnerai mon site aussi, si tu veux, parce qu'il y a plus je mettrai le lien également. Okay. Allez, hop là, on met tout, si vous voulez aller voir Estelle. Et puis, merci pour votre écoute, à ceux qui nous ont écoutés. Si, c'est cool. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les 1er et 3e lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.